Les Iraniens traquent désormais les membres du CGRI à l'intérieur de l'Iran. L'économie iranienne est littéralement en train de mourir sous nos yeux à cause du blocus américain. Et maintenant, les élites iraniennes perdent l'argent qu'elles avaient caché dans des comptes bancaires étrangers. Le département du Trésor américain vient de lancer une nouvelle opération, Economic Fury, à laquelle l'Iran ne s'attendait pas. Entrons dans le vif du sujet, en commençant bien sûr par les Iraniens qui traquent les membres du CGRI. Il y a seulement 2 nuits, le tristement célèbre commandant Bassi, Mohamed, a été poignardé 14 fois et tué par un groupe d'individus près de Téhéran. Nous assistons probablement à la montée des Iraniens qui passent eux-mêmes à l'action. Ceci a littéralement été confirmé par un membre du CGRI la nuit dernière, car la même nuit où cet assassinat a eu lieu, plusieurs voitures piégées ont explosé à travers Téhéran. Au début, ces bombes ont beaucoup déconcerté les médias, parce que nous ne savions pas s'il s'agissait de voitures piégées, qui explosaient tout simplement de frappes des forces américaines ou israéliennes qui reprenaient. Car comme vous le savez, un cessez-le-feu est en place. Mais devinez quoi ? Un commandant Bassidji du CGRI lui-même a publié une vidéo confirmant en gros qu'il s'agissait de voitures piégées déclenchées par des personnes opposées au régime. En gros, des acteurs hostiles. C'est ainsi que la République islamique aime les appeler. Écoutez. Frère, il n'y a pas de victime ce soir. Personne n'a été tué. Personne n'a été blessé. Tout est normal. La situation est sous contrôle. Rassurez-vous, il ne s'est rien passé et aucune victime n'est à déplorer. Tout va bien, frère. Que Dieu vous protège. Maintenant, cela nous apprend plusieurs choses. Tout d'abord, il y a clairement un groupe de résistance à l'intérieur de l'Iran, et ils deviennent de plus en plus actifs. Mais nous ne voyons toujours pas les manifestations que nous avons vues en janvier. Et la raison, c'est que le régime iranien a toujours coupé l'accès à Internet. Le régime est terrifié à l'idée d'une répétition de janvier, et c'est pourquoi il ne veut pas que les gens se coordonnent et communiquent entre eux. Et ils ne veulent pas que les Iraniens communiquent avec le monde extérieur. La coupure d'Internet a maintenant dépassé 1100 heures. Cela fait plus de 47 jours au moment où j'enregistre ceci. Au moment où vous regarderez la vidéo, cela fera plus de 48 jours. Plus de 90 millions de personnes sont littéralement coupées du reste du monde. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. 48 jours en font la plus longue coupure d'Internet de l'histoire moderne. Je suppose qu'on n'avait pas vraiment Internet à l'époque, donc c'est littéralement la plus longue coupure d'Internet de l'histoire. Et pendant tout cela, la répression du régime n'a fait qu'augmenter. Les exécutions se poursuivent, et ils arrêtent des dizaines, plusieurs dizaines de personnes chaque jour simplement pour avoir critiqué leur régime. Ils saisissent tous les biens de ces personnes, juste parce qu'elles ont publié une déclaration disant qu'elles n'étaient pas satisfaites de cette guerre. Mais vous voyez, malheureusement pour le CGRI, de plus en plus de personnes vont commencer à exprimer leur mécontentement très rapidement. C'est parce qu'une catastrophe économique se prépare à l'intérieur de l'Iran. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Ce sont les avertissements qui viennent de l'intérieur du gouvernement. La Banque centrale d'Iran avertit le gouvernement que la reprise après cette guerre pourrait prendre jusqu'à 12 ans. Depuis le début du blocus américain, les revenus pétroliers de l'Iran ont pratiquement disparu. Et ce sont ces revenus dont le régime dépendait énormément. Et aussi, la coupure d'Internet dont nous venons de parler draine également de l'argent hors de l'économie. Comment les gens sont-ils censés effectuer des transactions ? Comment passer une commande en ligne ? Utiliser une carte de crédit ? Ou se déplacer sans accès à Internet. Et rien ne laisse penser que la situation va s'améliorer de sitôt. Regardez ce qu'a publié l'amiral Brad Cooper hier. Un blocus complet des ports iraniens a été instauré, tandis que les forces américaines conservent leur supériorité maritime au Moyen-Orient. On estime que 90% de l'économie iranienne est alimentée par le commerce international maritime. En moins de 36 heures depuis la mise en place du blocus, les forces américaines ont complètement interrompu les échanges commerciaux à destination et en provenance d'Iran par voie maritime. L'économie est littéralement en train d'être étouffée. Je veux vous rappeler que nous avons évoqué les capacités de stockage supplémentaires de pétrole très limitées dont disposait l'Iran, ce qui signifie qu'il disposait de très peu de dépôts vides pour stocker le pétrole extrait. C'est important parce que maintenant qu'il y a un blocus en place, l'Iran ne peut pas exporter ce pétrole hors du pays. Ils ne peuvent pas l'envoyer à leurs clients. Et cela signifie qu'ils manquent de capacité de stockage chaque jour. Très bientôt, le régime devra décider s'il veut fermer les champs pétrolifères. En gros, arrêter de pomper le pétrole. Et cela a des conséquences à long terme. Parce que lorsque vous fermez un champ qui fonctionne à pleine capacité, 5 à 10% de ce pétrole devient définitivement inaccessible. Il y a une raison technique derrière cela. C'est que l'eau pénètre dans le pétrole quand on arrête l'extraction. Et cela signifie que le pétrole au fond devient en gros inutilisable pendant longtemps.
C'est pourquoi le régime refuse de fermer le champ pétrolier, car il perdrait des centaines de millions de dollars, puisque 5 à 10% du pétrole iranien représentent beaucoup d'argent. S'ils stoppent la production de pétrole faute de dépôt, cela leur coûtera très cher, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Écoutez, voici plus de détails. Des infos sur l'inflation et la valeur de la monnaie. Voici des informations de la chercheuse dont je suis les analyses de près. Ils ont probablement environ 13 à 15, voire 16 jours de capacité de stockage sur site pour le pétrole, afin de stocker le pétrole qu'ils ne peuvent pas exporter. Lorsqu'ils n'auront plus de capacité de stockage, ils devront alors réduire l'extraction de pétrole. Réduire l'extraction de pétrole ne va pas seulement nuire à leur volume d'exportation ou d'extraction de pétrole sur le long terme, mais cela va aussi entraîner une augmentation du taux de chômage. C'est le cœur de l'économie iranienne. Cela représente 70 à 80% des revenus de l'Iran, utilisés pour faire fonctionner les opérations gouvernementales. Maintenant, voici une autre chose à garder à l'esprit. Lorsque la révolution islamique a eu lieu en 1979, l'une des principales raisons de l'effondrement du gouvernement du Shah était qu'à la fin de 1978, les champs pétrolifères ont cessé de produire et, très peu de temps après, les exportations ont cessé de quitter le pays. L'argent a cessé d'affluer et cela a entraîné une spirale que le Shah ne pouvait plus contrôler. À la mi-janvier, il a littéralement dû fuir le pays et il n'est jamais revenu après cela. Khomeini a pris le pouvoir et la République islamique est née. Nous pourrions voir un phénomène similaire aujourd'hui. Si les revenus pétroliers cessent d'entrer pendant longtemps, comment le régime va-t-il payer les membres des gardiens de la Révolution ? Comment vont-ils payer les membres du Basij ? Comment vont-ils payer les anciens ouvriers des champs pétroliers ? La gigantesque infrastructure qu'ils ont construite ? Eh bien, devinez quoi ? L'argent va simplement arrêter de circuler. Maintenant, c'est là que j'ai quelque chose pour vous. Si vous vous intéressez à l'histoire de l'Iran et aux leçons que nous pouvons en tirer pour ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, devinez quoi ? Nous avons réalisé une série de podcasts en plusieurs parties, où nous expliquons en détail comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Et nous remontons jusqu'à la fin du 19e siècle, pas seulement à 1979. Donc, si un podcast comme celui-ci vous intéresse, assurez-vous de cliquer sur la fiche ci-dessus, ou consultez simplement les liens du podcast dans la description ci-dessous. Maintenant, continuons avec les actualités du jour. Au total, 10 navires iraniens ont tenté de franchir le blocus américain, et à chaque fois, ils ont échoué. Le plus incroyable, c'est que le commandement central nous fournit en direct des mises à jour sur l'arrêt de ces navires iraniens. Écoutez ce qu'ils ont publié hier. Un navire iranien a tenté de longer la côte pour rejoindre l'océan Indien, sans doute pour vendre son pétrole en Chine. C'est à ce moment-là que l'USS Saint-Prince l'a redirigé avec succès, et le navire a été forcé de retourner en Iran. Vous savez, rien n'entre, rien ne sort. Comme si cela n'était pas déjà assez grave pour l'économie moribonde de l'Iran. Le département du Trésor américain a lancé une nouvelle opération aux côtés d'Epic Fury, et elle porte un nom très particulier, Economic Fury. Avant d'expliquer cette opération et son impact sur le compte du régime, petit rappel, aimez la vidéo et abonnez-vous ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme, et nous permet d'atteindre plus de personnes pour qu'elles restent informées de l'actualité. Maintenant, parlons de l'opération Fureur économique. Il s'agit de maintenir une pression maximale sur l'économie iranienne. Les institutions financières, plus précisément les banques du monde entier, ont été mises en garde, surtout si elles traitent de l'argent iranien illicite. Le département du Trésor a averti les banques du monde entier qu'il est prêt à appliquer des sanctions secondaires contre toute personne qui continue de soutenir les activités iraniennes. Mais plus important encore, voici l'élément clé. L'autorisation à court terme qui permettait la vente du pétrole iranien bloqué en mer. Cela expire dans les 2 prochains jours, et le département du Trésor précise qu'il ne sera pas renouvelé. Donc l'allègement des sanctions mentionnées il y a 1 mois prend fin. Cela va disparaître, et les Iraniens auront plus de mal à vendre leur pétrole. Trouvez donc un acheteur maintenant. Hier, lors du début de cette opération, le département du Trésor a envoyé des lettres directement aux banques en Chine, à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et c'est là que la situation empire pour l'Iran. Parce qu'ils l'ont aggravée eux-mêmes. Vous voyez, l'Iran a attaqué tous ces pays du Golfe qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Ils n'ont jamais autorisé les États-Unis à utiliser leur espace aérien. Mais devinez quoi ? Avant que cette guerre ne commence, l'Iran dépendait de certains de ces pays, plus précisément des Émirats arabes unis, pour effectuer des transactions dans le monde entier. Ils utilisaient les Émirats arabes unis et son système financier pour contourner les sanctions américaines. Les Émirats arabes unis ont désormais une raison de plus de coopérer avec les autorités américaines pour empêcher les Iraniens de contourner les sanctions. Et cela va rendre la vie infernale pour le régime iranien,
et plus précisément pour les élites et les responsables iraniens. Vous savez, ceux qui mettent de l'argent à l'étranger comme fonds de secours pour les jours difficiles, en cas de chute du gouvernement. Et s'ils devaient fuir le pays, ils voulaient garder quelques millions, voire quelques centaines de millions de dollars à l'étranger comme filet de sécurité. Ce filet de sécurité semble près de disparaître. Plus de détails, Hills. Oui, je pense que ce n'est pas une bonne caractérisation. Hier, nous avons annoncé l'opération Fureur économique et nous, depuis plus d'un an, nous exerçons une pression maximale sur les Iraniens, à la fois en bloquant les paiements vers l'État iranien et en ciblant les comptes du CGRI. L'une des erreurs qui pourrait s'avérer fatale que les Iraniens ont commises a été de bombarder leurs voisins du Golfe, membres du CCG, et qui sont maintenant prêts à être beaucoup plus transparents en ce qui concerne les fonds ou à mener une enquête plus approfondie sur les fonds détenus dans leur système bancaire. Nous leur avons donc transmis la demande de geler davantage de fonds appartenant à la direction du CGRI et à tout membre de la direction iranienne. L'autre chose que nous avons faite, c'est que nous avons dit aux entreprises, nous avons dit aux pays que si vous achetez du pétrole iranien, si de l'argent iranien est déposé dans vos banques, nous sommes maintenant prêts à appliquer des sanctions secondaires, ce qui est une mesure très sévère. Et les Iraniens doivent savoir que cela sera l'équivalent financier de ce que nous avons vu dans les opérations militaires. Maintenant, sur le plan diplomatique, les discussions sont toujours en cours, et nous espérons soit un prochain sommet où un accord de paix pourrait être négocié, soit peut-être une prolongation du cessez-le-feu. Hier, nous avons appris qu'il est peu probable que les États-Unis et l'Iran se rencontrent cette semaine, mais on espère une réunion la semaine prochaine. Hier, le général ou chef de l'armée pakistanaise, Azim Mounir, s'est rendu à Téhéran pour essentiellement présenter les demandes des États-Unis aux Iraniens et déterminer quelle pourrait être la prochaine étape. Maintenant, quelques-unes des demandes américaines dont nous avons connaissance sont assez simples. Regardez. Les États-Unis demandent à Téhéran d'ouvrir le détroit d'Ormuz, car cela fait vraiment partie du cessez-le-feu. Les États-Unis ont cessé les bombardements, et Téhéran a promis d'ouvrir le détroit d'Ormuz, mais ne l'a toujours pas fait. Le deuxième point exigé par les États-Unis est que, lors de prochaines négociations de paix impliquant une délégation iranienne à l'étranger, cette délégation ait réellement le pouvoir de négocier et signer un accord. En effet, la dernière fois, après 20 heures de discussion, les États-Unis ont constaté que les personnes présentes n'avaient pas ce pouvoir. Et c'est à ce moment-là que les discussions se sont essentiellement arrêtées et que l'Iran a pu rentrer chez lui. Discuter avec celui qui détient le véritable pouvoir, peut-être le guide suprême, peut-être quelqu'un d'autre, puis revenir avec un accord final. Eh bien, il semble maintenant que cette réunion approche. Ici, nous aurons plus de détails cet après-midi. Cela fait 46 jours que l'opération Fureur épique a commencé et le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tient alors que les efforts diplomatiques se poursuivent. Le président a indiqué cette semaine que les discussions pourraient reprendre dans les prochains jours entre les négociateurs, peut-être à Islamabad. Cette nuit sur Fox News, il a évoqué l'impact économique limité de la guerre et a affirmé que le conflit touche à sa fin. Les propos du président surviennent alors que les Iraniens assurent que des messages continuent d'être échangés entre les deux parties. L'échange de messages se poursuit depuis le jour même où la délégation de la République islamique d'Iran est revenue à Téhéran jusqu'à aujourd'hui. De nombreux messages ont été échangés par l'intermédiaire d'un médiateur pakistanais. Nos positions ont été rendues très claires, aussi bien là-bas pendant les négociations que lors de ces échanges. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères s'est exprimé alors que le commandement central américain bloque toujours les ports iraniens avec plus de 12 navires de soutien. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a expliqué les conséquences de cette mesure. Un blocus total des ports iraniens a été mis en place alors que les forces américaines gardent la supériorité maritime au Moyen-Orient. On estime que 90% de l'économie iranienne dépend du commerce maritime international. En moins de 36 heures depuis la mise en place du blocus, les forces américaines ont complètement stoppé les échanges commerciaux entrant et sortant d'Iran par voie maritime. Comme l'a rapporté Fox, des milliers de militaires américains supplémentaires se rendent dans la région, la plupart à bord du groupe aéronaval du porte-avions USS George H.W. Bush. Actuellement, des efforts diplomatiques sont en cours, mais les préparatifs militaires continuent avec l'arrivée quotidienne de nouveaux avions de transport et de fret au Moyen-Orient.